Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier l'Académie nationale de chirurgie et les organisateurs de cette journée de m'avoir invité à vous parler de l'anatomie de la statique pelvienne. Alors, vous êtes tous internes, chefs de clinique, donc pour vous l'anatomie c'était hier, vous la savez par cœur. Donc en fait, nous allons partager des notions anatomiques, celles que moi j'ai à l'esprit quand j'opère ou quand je discute des dossiers. Eh bien, c'est cette anatomie-là que j'essaie de visualiser. Alors, cette anatomie, je vais vous la représenter dans les 3 plans de l'espace. Vous savez que l'anatomie est une discipline spatiale. Je vais vous la représenter dans les 3 plans de l'espace. Et ces 3 plans de l'espace vont chacun nous fournir une information, comme j'espère vous le montrer. Alors, le premier plan que je vais vous faire, c'est une coupe sagittale médiane et le haut sera, la partie crâniale sera vers le haut du tableau et l'avant, la partie ventrale, sera sur votre gauche. Et donc, sur cette coupe sagittale médiane, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons d'abord les structures osseuses. Et là, je vous dessine la symphyse pubienne en avant. Et puis, vous le savez, en arrière, il y a le promontoire, la concavité sacrée et le coccyx. Alors, très rapidement, je dessine la crête sacrale, la 5e vertèbre sacrale, puisque, vous savez, l'avantage de l'anatomie, c'est que ça nous met ça replace tout, non pas sur un organe, mais dans son ensemble. Alors, vous voyez, on a ici le sacrum avec les 5 pièces sacrées, latéralement les ailerons du sacrum et puis la face antérieure du sacrum. La ligne innominée qui est pour les accoucheurs, bien sûr, la ligne du détroit supérieur. Entre le sacrum et le pubis, nous avons, correspondant aux 2 premières vertèbres sacrées, aux 2 premières pièces sacrales, l'articulation sacro-iliaque avec la grande incisure ischiatique, l'épine ischiatique, la petite incisure ischiliatique, la tubérosité ischiatique sur sa face interne et la branche ischiopubienne. Et voici le foramen obturé. Mais vous savez que cette structure osseuse ne suffit pas. Elle va être complétée, fermée par des structures ligamentaires. La première structure ligamentaire est une structure horizontale. C'est le ligament, comme vous le voyez, sacro-épineux. Et puis nous avons une deuxième structure ligamentaire qui, elle, est située derrière, qui est le ligament sacro-tubéreux, du sacrum à la tubérosité ischiatique. Et enfin, n'oublions pas ici la membrane obturatrice qui ferme pratiquement, sauf le petit canal obturé qui se trouve à la partie supérieure. Et maintenant que ce cadre osseux est fait, peut-être que je vais mentionner, juste pour mémoire, vous le savez, que nous avons ici le muscle droit de l'abdomen qui va laisser place à l'ombilic, à la hauteur de la vertèbre L4. Et ce muscle droit de l'abdomen, il est recouvert de 2 aponevroses, un fascia antérieur et un fascia postérieur qui s'arrêtent à l'arcade, au ligament arqué, anciennement ligament de Henle. Alors, maintenant que j'ai dessiné le cadre, eh bien, je vais dessiner les viscères. Sur ce plan sagittal médian, nous allons voir les viscères, les 3 compartiments du pelvis. Alors, le premier compartiment, le plus antérieur, c'est le compartiment urinaire. Je vous dessine, je vous mentionne ici l'ouraque, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est cette vessie qui est vide, et comme vous le savez, une vessie vide se projette derrière la moitié supérieure de la symphyse pubienne. La voici avec le col de la vessie et le canal de l'urètre qui descend vers l'extérieur, vers le bas. Alors, maintenant que j'ai fait ce premier compartiment, je vais dessiner le deuxième compartiment, qui est le compartiment génital. Alors, chez la femme, vous le savez, le compartiment génital, c'est l'utérus qui est antéversé et antéfléchi, avec le col que je vous représente ici. Donc, je ne fais pas les détails de l'endomètre, mais vous savez, l'utérus est ici. Et puis, nous avons, cet utérus va donner insertion au niveau du col au vagin. Voici le fornix antérieur du vagin, la paroi antérieure du vagin, le tubercule de Louchka qui se présente juste derrière le tiers moyen de l'urètre, et puis la paroi postérieure du vagin avec le fornix postérieur qui remonte plus haut que le fornix antérieur. Et enfin, le 3e compartiment, c'est le compartiment digestif. Vous le savez, le rectum fait suite au sigmoïde à la hauteur de la 3e pièce sacrée. Et donc, voici le rectum qui va descendre suivant la concavité sacrée. Et puis, quand il est en regard de la tubérosité ischiatique, alors, il va former l'angle anorectal et nous allons avoir le canal anal. Voilà donc les 3 compartiments que nous avons. Ces 3 compartiments, eh bien,
Ils vont être sous la cavité péritonéale, et je représente ici en violet la cavité péritonéale, avec la poche vésico-utérine, l'utérus qui est recouvert, la poche recto-utérine, et puis nous avons ici, je vous le mentionne très simplement, le sigmoïde avec son mésosigmoïde, et puis le rectum. Alors, un point important, vous le voyez, bon, enfin ça c'est la sémiologie élémentaire, c'est qu'on voit bien que la poche recto-utérine est au contact du cul-de-sac postérieur du vagin. Alors, nous avons ces différentes structures. Comment vont-elles se comporter d'un point de vue statique? Nous avons un premier élément, ce sont les muscles sphincters. Le muscle sphincter externe de l'urètre, qui va entourer les 80% de la hauteur de l'urètre, et qui est plus important, il a une forme en oméga, il est plus développé sur la face antérieure que sur la face postérieure, avec, en regard du tubercule de Louchka, cette partie peut-être plus importante. Et puis le deuxième élément, c'est le sphincter strié de l'anus, qui est ici. Donc, voyez que nous avons les réservoirs pelviens, les canaux d'évacuation, les sphincters qui les contrôlent. Mais ceci assure une fonction, mais n'assure pas la statique. Alors, comment va être assurée la statique? La statique, elle va être assurée par des structures horizontales. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord ici le ligament arché-sous-pubien. En avant de lui, le ligament pubo-vésical. Dans l'axe du ligament arché-sous-pubien, la membrane périnéale. Cette membrane périnéale, traversée par l'urètre et le vagin, va se terminer sur le centre tendineux du périnée, va se fixer sur le centre tendineux du périnée, on le représente toujours par cette image comme ça, qui se trouve en avant de l'angle anorectal. Et puis le raphé anococcygien. Donc nous avons là trois structures d'avant en arrière qui maintiennent les viscères de façon passive dans le pelvis. Et puis nous avons d'autres structures qui ne sont pas des structures horizontales mais des structures verticales. Devant la vessie, le fascia ombilico-prévésical. En arrière, entre la vessie et l'utérus. Ici, un fascia. Alors ce fascia qui va entre l'utérus, comme ça, le vagin, jusque en arrière du col, eh bien, c'est ce que nous décrivons en clinique sous le nom de fascia de Alban, mais ce fascia de Alban n'existe pas dans les livres d'anatomie, c'est une description chirurgique, enfin clinique. Et puis ensuite, nous avons tendu entre le cul-de-sac postérieur, le cul-de-sac vésico-utérin, poche recto-utérine, et le vagin, nous avons ici une membrane, le fameux fascia recto-vaginal, qui va séparer le rectum avec la graisse périrectale qui se trouve ici. Et vous savez que l'importance qu'a donné Held à cette graisse périrectale pour la chirurgie du cancer du rectum. Alors, j'ai donc dessiné tous ces éléments sur une vue sagittale. Il me reste à dessiner les contours osseux, les contours cutanés, avec ici le mont du pubis, le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres, la fourchette, le périnée, et puis derrière, nous remontons comme ceci. Et maintenant, la racine des cuisses. Donc nous ne sommes pas en dessin anatomique, nous sommes en présence d'un sujet réel. Alors maintenant, le deuxième dessin, alors juste un point. Ce n'est pas par hasard que j'ai dessiné le fornix et le col utérin en regard du ligament sacro-épineux. Vous savez, dans la classification de Baden-Walker, le niveau 0, même l'ICS qui le copie, le niveau 0, c'est ce niveau-là, le col en présence de l'épine. Et deuxièmement, vous savez que dans la sacrospinofixation, ça consiste à remettre de Richter, ça consiste à remettre le col ou le cul-de-sac en regard dans sa position anatomique normale. Alors la deuxième coupe que je voudrais vous faire, c'est qu'une coupe axiale dans laquelle l'avant sera vers le haut du tableau et la gauche sera à votre gauche. Et donc, voici, c'est une vue, nous sommes par en dessus, nous sommes au niveau du détroit supérieur que je vous représente ici. Donc en arrière, nous avons le promontoire, les ailerons sacrés de chaque côté. Voilà. Et puis nous avons le foramen sacré et puis les différentes structures sacrées. C'est pas le but de cette leçon. Et puis ensuite, nous avons l'articulation sacro-iliaque, nous repartons en avant. Voici la symphyse pubienne, la branche. Alors, excusez-moi, il faut que je prenne pour le faire un peu par symétrie. La branche la symphyse pubienne, la branche ischio-pubienne, la tubérosité ischiatique, la petite incisure ischiatique, l'épine ischiatique. Et puis,
le sacrum, bien sûr. Le sacrum ici, avec l'articulation sacro-iliaque, la face antérieure du sacrum. Et voilà, nous avons dessiné notre vue supérieure du bassin. Alors je le dessine en symétrique de l'autre côté aussi, comme ceci, avec la branche ischio-pubienne, la tubérosité ischiatique, petite incisure ischiatique, épine ischiatique et l'articulation sacro-iliaque. Ici, nous avons bien sûr le foramen obturé, qui est là, je ne vous représente pas la membrane obturatrice. Nous avons les ligaments, ils sont importants. Le ligament coccyx, voilà. Le ligament sacro-épineux, de chaque côté. Il a bien son nom, transversal, et le ligament sacro-tubéreux, qui va se fixer sur le sacrum et la tubérosité ischiatique. Bon, le décor étant planté, eh bien, nous allons retrouver tous les éléments que je vous ai dessinés. Tous les éléments que je vous ai dessinés, nous les retrouvons là. Nous retrouvons d'une part, ici, on va dire le col vésical, puis en arrière du col vésical, nous avons le vagin. Et puis en arrière du vagin, qui est aplati à cet endroit-là, puisque nous sommes au-dessus du rectum. Et puis en arrière, nous avons l'angle anorectal avec son sphincter. Et des structures que je vous ai représentées sur cette coupe, vous retrouvez en avant le ligament pubo-vésical, entre le vagin et le rectum, le centre tendineux du périnée, et entre le rectum et le coccyx, le raphéano-coccygien. Bon, nous avons donc les éléments centraux, vous reconnaissez tout ce que je vous ai dessiné jusqu'à présent, mais par quoi est occupé cet espace entre les deux? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est occupé par un grand muscle, le muscle releveur de l'anus. Le muscle releveur de l'anus, il va prendre appui sur les os, mais aussi sur l'aponévrose d'un muscle, le muscle obturateur interne, qui se fixe autour du foramen obturé et passe dans la petite incisure ischiatique, je vous le mentionne comme ceci, de chaque côté. Alors maintenant, voyons un petit peu les muscles. Eh bien, nous avons le muscle c'est le muscle levator ani, l'élévateur de l'anus. Eh bien, ce muscle, il présente deux faisceaux complètement différents, même si on le regroupe sous un seul nom. Le premier, c'est le pubococcygien. Pubococcygien parce qu'il se fixe sur le pubis, coccygien parce qu'il pousse des fibres jusqu'au coccyx. Et ce muscle va donner et va se présenter sous cette forme arrondie, telle que je vous le présente ici, comme ça, voilà. Et il va entourer les viscères, c'est lui qui limite la fente urogénitale. Et on lui décrit trois types de faisceaux, alors on peut en décrire beaucoup, mais on lui décrit trois types de faisceaux. Le premier faisceau, c'est le faisceau pubo-viscéral, qui va du pubis au centre tendineux du périnée. Le deuxième faisceau, c'est le pubo-anal, celui qui va du pubis dans le sphincter strié, qui va mêler ses fibres avec celles du sphincter strié, c'est lui qui joue ce rôle élévateur du muscle, élévateur de l'anus. Et puis le dernier, c'est celui qu'on appelle le puborectal, qui passe comme une sangle autour du rectum, autour de l'angle anorectal, pour aller ici en arrière. Et donc, si je ressouligne avec ce trait noir les différents faisceaux, voilà. Vous avez les trois faisceaux du muscle pubo-viscéral. Du muscle pubococcygien. Puis le deuxième faisceau, c'est l'ischiococcygien, qui va aller de pubis jusqu'à l'épine ischiatique, en s'insérant sur l'aponévrose de l'obturateur interne. Alors lui, il a des fibres toutes plates, beaucoup plus plates. Il va passer en avant du ligament du ligament sacro-épineux, et il va se fixer par des fibres transversales sur le raphéano-coccygien. Et là, donc, je vous souligne ici ces fibres. Et vous voyez que nous avons bien, sous le même nom, en fait, deux structures différentes qui même ont une innervation différente. Là, par la vue supérieure et le pubo-coccygien par la face inférieure, qui ont deux fonctions différentes. Voici un muscle qui va jouer le rôle de fermeture du hiatus urogénital, et celui-ci qui va jouer plutôt un rôle de suspenseur, d'amortisseur de ce qui se passe dans le penché pelvien. Alors, je vous mentionne à peine le muscle coccygien, autrefois appelé ischio-coccygien. Il double la membrane, et il double le ligament sacro-épineux, et il n'a pas de rôle chez l'homme. Voilà. Et donc, je vous représente très sommairement comme ceci les muscles de l'autre côté. Alors, sur ce côté droit maintenant, je voudrais vous représenter le fascia endopelvien. Là, nous avons les muscles, mais ces muscles sont recouverts d'un fascia, le fascia endopelvien, qui va tapisser leur face profonde. Alors le voici, ce fascia endopelvien, il recouvre même le muscle ischio-coccygien comme ceci, et puis il va aller sur la ligne médiane,
il va aller sur la ligne médiane, longeant les viscères, et c'est là où il va se continuer avec le fascia viscéral que l'on trouve de chaque côté. Voilà. Et donc, ce fascia endopelvien, du coup, maintenant, ça c'est le miracle de la craie, c'est qu'on peut tout superposer comme ceci. Eh bien, ce fascia endopelvien, il va présenter deux renforcements. Un renforcement externe, latéral, qui est l'insertion sur l'aponévrose du muscle obturateur interne. C'est ce qu'on appelle l'arcus tendineus levator ani, l'arc tendineux du levator ani. Et puis le deuxième qui est dans le fond, qui va partir du ligament pubo-vésical, qui va aller en arrière jusqu'à l'épine ischiatique. Alors celui-là, il se trouve à la ligne de réflexion entre le fascia endopelvien et le fascia viscéral. Celui-ci, c'est l'arcus tendineus fascia pelvis. Voilà. Alors, l'importance de faire ceci, eh bien, l'importance de faire ceci, c'est que vous avez entendu parler de la théorie du hamac. C'est une théorie très ancienne. Vous les trouvez dans les livres d'anatomie français du XXe siècle. Et elle a été remise en valeur ou en exergue par Delancey, mais il reprend les termes de hamac et tout ça que l'on trouve dans les livres français. Enfin, ça fait mieux quand on parle devant les anglo-saxons de dire que c'est Delancey. Et donc, de chaque côté, on a ici le muscle. Vous voyez, le muscle pubococcygien. En arrière, vous avez ici la vessie, le col, et puis le vagin. Voilà le vagin. Et donc, Delancey, dans sa théorie, vous voyez comment j'ai fait la coupe horizontale en avant. Et donc, Delancey, dans sa théorie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, certes, il dit, il y a un fascia endopelvien, il y a un fascia viscéral, très bien, les deux sont en continuité, mais il y a un renforcement entre les deux, c'est l'arcus tendineus fascia pelvis, et donc ça fait le hamac qui soutient, et le col vésical, et la vessie. Donc, les incontinences urinaires, d'effort par trouble statique, et puis les cystocèles. Alors, c'est intéressant parce que quand on voit ceci, on comprend les théories qui ont pu être développées après un accouchement, par exemple, vous savez qu'il peut y avoir une lésion d'un faisceau du puborectal, du pubococcygien, il peut y avoir une désinsertion de l'arcus tendineus fascia pelvis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme le vagin n'est plus tendu en hamac, eh bien, de ce côté-ci, il va s'inverser. Et qu'est-ce que nous allons avoir? Eh bien, peut-être une faiblesse ici, mais surtout nous allons avoir l'arcus tendineus qui va se trouver à ce niveau-ci, au lieu de se trouver au niveau plus haut. Et vous retrouvez là, dans ce schéma, la description du paravaginal defect de Richardson et la théorie du paravaginal repair de Richardson. On réinsère l'arcus tendineus sur la partie supérieure. Alors maintenant que je vous ai fait cette vue, eh bien, nous allons faire deux coupes. Donc nous avons compris le fond, on a vu, c'est une sagittale médiane, on a compris le fond. Maintenant, il faudrait voir ce qui se passe sur le côté. Alors, on peut tourner le tableau? La mise en scène, j'aimerais que vous appréciez la mise en scène. Bon. Et donc maintenant, je vais vous réaliser deux coupes frontale. La première coupe frontale va passer par le vagin, la deuxième coupe va passer par le rectum. Alors la première coupe, parce que les deux vont nous apporter des informations anatomiques différentes. Là donc, la partie crâniale est vers le haut du tableau et la droite va être située à votre droite. Donc vous avez ici la crête iliaque, l'aile iliaque, l'acétabulum, le foramen obturé, et la branche ischiopubienne. Alors très rapidement, je vous mentionne ici la tête fémorale, le col du fémur, le grand trochanter, et puis le petit trochanter qui est ici. Mais si je vous fais ce dessin, c'est juste pour vous montrer qu'ici nous avons la membrane obturatrice et que là nous avons un muscle qui s'appelle l'obturateur externe qui va se diriger en passant derrière le corps vers le grand trochanter, le pectiné, le long adducteur, court adducteur et bien sûr le gracilis. Sur la face interne, ici vous retrouvez le muscle psoasiliaque, et ici l'obturateur interne. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons dessiné les parois. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour que le dessin soit complet, je vous représente, vous ayez bien vos repères, l'artère iliaque externe, la veine iliaque externe, et on pourrait, juste pour le mentionner comme ceci, le pédicule obturateur. Alors,
qu'est-ce qui se passe sur la ligne médiane? Et bien sûr, la ligne médiane, nous avons l'utérus. L'utérus, normalement, il est antéversé et antéfléchi, mais pour les besoins du dessin, d'un point de vue pédagogique, eh bien, on va l'imaginer qu'il est relevé vers le haut, avec les cul-de-sac vaginaux, et on a le fornix latéral, cul-de-sac vaginaux-fornix latéral, comme ceci, le vagin, avec, à la hauteur des branchies ischio-pubiennes, ici on va voir l'hymen, les petites lèvres, et puis les grandes lèvres et la peau, et même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, encore une fois, nous sommes limité vers le haut par le péritoine qui recouvre tous ces éléments. Alors le péritoine va border latéralement l'utérus, c'est, vous le savez, le ligament large que l'on a. Et cette partie que l'on a latéralement, ici, c'est la partie du ligament large au contact de l'utérus, c'est le mésomètre. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons? Les structures musculaires que vous reconnaissez. Eh bien, nous allons avoir ici le muscle le faisceau pubo-coccygien, et en dehors de lui, beaucoup plus fin, l'iliococcygien. Tout ceci est recouvert, bien sûr, par l'aponévrose, avec son renforcement, arcus tendineus, l'évateur rani, arcus tendineus, du fascia pelvis, dont nous avons vu l'intérêt. Alors, en dessous de cette structure, je mentionne très très rapidement la membrane périnéale, doublée par le muscle transverse du périnée, et puis très rapidement, je vous rappelle que nous avons les corps érectiles dans le périnée superficiel, la graisse ici qui nous sert dans le martius. Bon, alors pourquoi je vous dessine ces éléments? C'est parce que nous avons là un point important, un élément important. C'est cette zone qu'on appelle le paramètre. Le paramètre, c'est la portion qui longe l'utérus et qui est sous le ligament large. Dans cette portion, nous allons trouver d'une part l'urtère qui va se diriger vers la vessie qui passe au-dessus du fornix latéral. Et puis cette urtère va être croisée, c'est la crosse de l'utérine. Voilà, qui remonte comme ceci vers le haut pour longer l'utérus. Alors je ne parle pas de la vaginale, des artères vaginales. Et puis ensuite nous avons les veines avec la veine superficielle, la veine profonde, beaucoup plus large. Et pourquoi cette veine est importante? Parce que vous, gynécologue, vous le savez, c'est cette veine qui va nous servir de limite. Nous avons ici le plexus hypogastrique inférieur, si j'ai le temps je vous en parlerai. Et sous cette veine, comme l'a montré Alfredo Ercoli, sous cette veine, ce sont les nerfs qu'il faut respecter parce que ce sont les nerfs qui vont à la vessie. Et là-dessous, nous avons également les lymphatiques qui vont aller vers les ganglions obturateurs. Quand vous faites un curage dans le cancer du col, c'est là que vous allez chercher les ganglions. Et bien là, nous avons bien sûr des fibres tendineuses, d'autant plus denses qu'on se trouve près de l'utérus. Eh bien, ces fibres transversales vont constituer ce qu'on appelle le ligament cardinal de McEnroth. C'est un ensemble de fibres, de ligaments, de vaisseaux et de nerfs qui vont à l'utérus. Alors maintenant, il me reste un troisième dessin à vous faire, si je le peux, c'est la coupe qui passe par le rectum. Donc nous avons ici toujours la partie haute crâniale vers le haut, la partie droite sur votre droite, et donc je vais dessiner ici le sacrum. Je vais dessiner le sacrum, la cinquième pièce sacrée, la cinquième vertèbre lombaire, excusez-moi, la face antérieure du sacrum, le coccyx. Bon. Latéralement, nous allons trouver l'os iliaque avec l'aile iliaque, puis le détroit supérieur, et nous avons là la tubérosité sciatique. Si je me réfère ici, le dessin va être un peu petit, mais comme ça vous permettra d'aller plus vite. L'épine sciatique avec les incisures, la grande et la petite incisure sciatique. Les ligaments, je vous les mets. Le ligament sacro-épineux, nous l'avons vu déjà, et le ligament sacro-tubéreux qui passe comme ceci. Bien. Je pense qu'à ce niveau-ci, il est important de dessiner les muscles. Donc nous avons d'abord les trous sacrés, les 4 trous sacrés, le muscle piriforme qui va s'insérer devant les trous sacrés qui passe par la grande incisure ischiatique, le voilà, et puis le muscle obturateur interne que nous avons vu qui va passer par la petite incisure ischiatique. Et puis sur ce muscle obturateur interne, comme je vous l'ai dit, va s'insérer le muscle et l'iliococcygien. Mais pour vous représenter l'iliococcygien, faudrait-il encore que je puisse vous représenter ici
le rectum que j'ai légèrement écarté sur la ligne médiane, voilà, le rectum, et peut-être, pour que le dessin soit complet, écarté aussi à gauche du dessin, l'utérus et le vagin, que j'ai fait un tout petit peu haut, excusez-moi, voilà, l'utérus et le vagin, comme ceci, voilà. Nous sommes vagin, utérus, tout ce qui est génital. Alors, une fois que j'ai fait ceci, eh bien, va être l'intérêt de ce dessin? C'est de vous représenter le muscle iliococcygien. Nous avons vu le pubococcygien, l'iliococcygien. L'iliococcygien, il va s'insérer sur l'aponévrose de l'obturateur interne, au bord inférieur du ligament sacro-épineux, et puis sur le raphé anococcygien qui se trouve ici en arrière. Et donc, il va constituer cette membrane comme un diaphragme, comme ceci, comme un diaphragme qui va s'interposer entre une partie inférieure qui est, voilà, qui est bien sûr, qui sont les fosses ischio-anales, avec la peau qui est située en dessous, et puis une partie supérieure qui est l'espace pelvirectal. Et dans cet espace pelvirectal, qu'est-ce que nous allons trouver qui nous intéresse? Eh bien, nous allons trouver d'abord le grand nerf sciatique avec le tronc lombo-sacré, la racine S1, S2, S3, qui vont constituer ce volumineux nerf qui passe devant le muscle piriforme et qui est dans la grande incision sciatique. Puis nous avons la racine S4. Cette racine S4, elle reçoit des collatérales de S2 et de S3. Elle va former le nerf pudendal qui va contourner l'épine sciatique, soit un petit peu en dedans, soit un petit peu en dehors, et puis que nous allons retrouver après son passage dans la grande incision sciatique. Elle ressort dans la petite incision sciatique. On va le retrouver dans le canal d'Alcock, bordé par le ligament sacro-épineux. Et puis nous avons maintenant les vaisseaux. Alors les vaisseaux, on a ici l'artère iliaque commune qui va donner l'artère iliaque externe et l'artère iliaque interne. Des 12 branches de l'artère iliaque interne plutôt, quelle est celle qui nous intéresse ici? Eh bien, il va y avoir deux branches. La première branche, c'est l'artère glutéale inférieure. Pourquoi? Parce qu'elle va aller rejoindre le ligament sacro-épineux très en dedans, et puis elle va longer ce ligament sacro-épineux avant de plonger pour aller s'anastomoser avec les artères perforantes de la cuisse et de donner les artères profondes de cuisse et donner les fameuses anastomoses vasculaires et qui sont importantes dans les artériopathies fémorales. Et puis ensuite, nous avons l'artère pudendale qui va passer derrière l'épine sciatique, mais voyez, en dehors du nerf, et puis elle contourne l'épine sciatique et nous la retrouvons dans le canal d'Alcock, dans son passage dans la petite incision sciatique. Alors maintenant, nous avons dessiné là les éléments les plus importants. Et vous voyez, pour comprendre, par exemple, quand on va faire une sacrospinofixation, je pense que vous aurez plein de commentaires techniques à faire, dans la sacrospinofixation, on voit bien qu'il ne faut pas se fixer sur ce ligament à sa partie supérieure, parce qu'il y a un nerf, la S4, le pudendal, parce qu'il y a l'artère glutéale, parce qu'il y a les veines, que je ne vous représente pas, mais qui les accompagnent. Il ne faut pas le mettre trop en dedans, parce qu'il y a le rectum, là je l'ai écarté, mais il est là devant. Et puis pas trop en dehors, parce qu'il y a le nerf pudendal. Donc on a une fenêtre qui se trouve à un travers de doigt en dedans de l'épine, à la moitié inférieure. C'est là où il faut se fixer. Mais attention, n'oubliez pas que ce ligament sacro-épineux est recouvert par le fascia endopelvien, il est recouvert par le muscle coccygien. Donc si vous vous fixez superficiellement sur le fascia endopelvien, sur le muscle coccygien, ça ne tiendra pas. Donc il faut aller vraiment très profond dans le ligament. Et là, vous avez une chance d'avoir un point solide. Alors, il me reste un dernier point en 2 minutes. Le dernier point, c'est l'innervation végétative. Vous savez que nous avons un plexus hypogastrique supérieur, on regarde la bifurcation aortique, qui va donner le nerf présacré. Et ce nerf présacré se divise sous le promontoire en 2 branches. Le nerf hypogastrique supérieur et droit et gauche. Le nerf hypogastrique, donc, et ces nerfs-là sont sympathiques. Le nerf hypogastrique supérieur droit, puisque c'est celui que l'on a, il longe les bords latérales du rectum, soulevant un petit repli du péritoine, et puis il va converger, comme je vous l'ai montré, comme je le montre ici, il va converger vers le fornix supérieur. Et puis nous avons 3 nerfs qui sont parasympathiques. Eh bien, ils proviennent de la face antérieure de S2, S3 et S4. Les voilà. Ce sont les nerfs hypogastriques inférieurs. Et ils vont rejoindre
dans cette cloison qui limite latéralement le rectum et qu'il faut respecter justement par la technique quand on peut par la technique de Held, eh bien, ils vont former le plexus hypogastrique inférieur. Et où est-ce qu'ils vont se condenser de la façon la plus importante? Ils vont se condenser en regard du col de l'utérus. Et là, en regard du col, il va y avoir une densification très importante qui va aller en s'amoindrissant, puis quand on va aller vers l'arrière, mais une densification très importante. Alors, vous voyez que, très rapidement, en 3 dessins, et j'ai fait le dessin un peu petit ici, en 3 dessins, vous avez compris 2 éléments importants de la statique pelvienne. Il faut dissocier ce qui correspond à la partie qui se trouve en regard du col de la vessie et de la face postérieure de la vessie. Ça, c'est l'arcus tendinus fascia pelvis. Et deuxièmement, par ces 2 dessins, je vous ai montré qu'en ce qui concerne le col utérus, eh bien, il y avait 2 types de ligaments. D'abord, le ligament de McEnroth, ligament cardinal dit de McEnroth, et d'autre part, le ligament utérosacré. Et j'espère qu'avec ces éléments, bien, vous pourrez profiter, ces éléments anatomiques, vous pourrez profiter de cette journée. Alors, juste un point, vous allez dire, les professeurs d'anatomie, c'est la craie, c'est les tableaux, c'est les mains comme ça, bon. Mon maître Maurice Laude avait les mains parfaitement propres quand il avait terminé sa leçon. J'ai encore des choses à apprendre. Mais je voudrais vous montrer aussi que dans les laboratoires d'anatomie, nous faisons de la reconstruction 3D informatisée. Et donc, je vais vous présenter un petit film. Je vais vous présenter un petit film que nous avons fait au laboratoire des Saints-Pères, sur le muscle lévateur ani et la dynamique du muscle lévateur ani. Alors, ça a été fait comment? Voilà. Donc, ça a été fait comment? C'est à partir de coupes IRM du pelvis chez des femmes jeunes nullipares. Et donc, on a reconstruit les viscères. Alors, je peux vous l'interrompre ici. On a reconstruit, vous voyez l'utérus, la vessie et en dessous les muscles. Alors, nous continuons. Donc, ça, c'est reconstruit en façon informatique. Donc, on l'a fait en poussée, au repos, en poussée, au repos et en retenue. Et vous voyez les déplacements des viscères, tout à fait logiques. Maintenant, on va voir les muscles. Alors, sur le côté ici, c'est le muscle obturateur interne. Et là, vous avez le muscle élévateur de l'anus. On retire les viscères. Vous voyez le muscle. On voit bien le muscle obturateur interne de chaque côté. Voilà, donc nous sommes une vue supérieure, la fente urogénitale, le hiatus urogénital en avant. Ça, c'est le faisceau. Voilà, donc vous voyez en retenue et en poussée. Donc en retenue, ça s'élargit vers l'arrière, et en poussée, ça s'élargit vers l'avant. Donc, et au repos, c'est neutre. Donc le muscle obturateur interne a été supprimé. Seul l'iliococcygien, donc le faisceau diaphragmatique transversal a été conservé. Donc vous le voyez sur cette vue supérieure, l'iliococcygien, au repos. Vous voyez, donc là c'est sur une vue antéro-postérieure, donc vous le voyez comme c'est vraiment un muscle diaphragme pelvien au repos, en retenue avec l'élargissement postérieur et en poussée avec l'élargissement antérieur. Et quand on fait alors quand on fait la superposition, on voit que finalement il y a un jeu relativement faible dans tous ces mouvements. Il y a un jeu, ça c'est en retenue, superposé en violet, et puis il va donner en poussée maintenant. Il y a un jeu relativement faible voilà. Il y a du muscle élévateur de l'anus, du faisceau iliococcygien. Vous voyez, c'est lui qui constitue le diaphragme, la coupole de chaque côté du pelvis. Et alors maintenant, la dernière partie du film, ça consiste à vous montrer le faisceau pubococcygien. Bon, ça c'est repos. Voilà. Donc maintenant, on va faire seul le faisceau pubococcygien qui limite la fente urogénitale avec ce prolongement vers le coccyx en arrière. Donc vous le voyez. Donc la partie anale est postérieure, la partie urogénitale est en avant. Ensuite, donc ça c'est en repos vu sur une vue inférieure. Puis il va vous le montrer en retenue. Alors ça, vous voyez, en retenue, en même temps que ça se rétrécit en avant, ça tire vers l'arrière. Et puis, oui, ça c'est en retenue. Et maintenant, en poussée,
Sinon, si c'est un peu long, on l'interrompra avant la fin. Là, il y a eu le temps, oui, à pousser, voilà. En poussée, ça s'élargit. Et vous voyez le jeu des muscles qui a été superposé avec le rétrécissement un petit peu, c'est ce qui est jaune ici, le rétrécissement du hiatus urogénital, et puis par contre l'étirement postérieur quand c'est arrotu. Bon, je pense que pour pas allonger, on peut le faire, mais vous voyez qu'on peut faire de l'anatomie, ça c'est des professeurs d'anatomie, rue des Saints-Pères qui font ça, donc avec leurs étudiants. Donc vous voyez, on peut faire aussi une vision du muscle élévateur de l'anus en reconstruction 3D. Merci Vincent, je pense que vous avez tous été séduits. Pour moi, il y a une chose que je retiens de ces 4 coupes, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas ne pas avoir ces 4 coupes dans la tête quand on opère. Il faut vraiment que ce soit pour vous quelque chose... Je suis stupéfait parfois quand quelqu'un met son dos, mais qu'est-ce que tu... C'est vraiment... La base de la chirurgie pelvienne, c'est de comprendre ces 4 dessins anatomiques. C'est pour ça que je remercie Vincent Delmas d'avoir eu le courage de faire cette leçon anatomique. Quand vous la ferez vous-même, quand vous essaierez, on ne tombe jamais au bon niveau. Il y a vraiment un apprentissage. Le trou n'est toujours pas au bon endroit. Mais je pense que c'est au fil du temps tout à fait important qu'on connaisse cette anatomie. Est-ce qu'il y a une seule question pendant que on va donner la parole après à Pierre Marès tout de suite, puisqu'on a décalé un petit peu. On va faire maintenant la physiopathologie des troubles de la statique pelvienne. Il y a un jeune étudiant qui a une question à ma gauche, là. Je voudrais savoir, Vincent, pourquoi tu appelles le point G le tubercule de Louchka. On peut ne pas enregistrer ma question, bien entendu. J'ai jamais dit que le point G, c'était le tubercule de Louchka. Non. Je dis qu'il existe un tubercule de Louchka parce que chacun d'entre vous qui a posé des bandelettes sous-urétrales sait très bien que sous le col de la vessie, de la paroi antérieure du vagin, on a toujours cette petite surélévation et c'est là où on fait l'incision. Quand on pose une bandelette sous-urétrale, on le fait sur le tubercule de Louchka, c'est pour ça que j'insiste dessus. Mais le point G n'a rien à voir avec ça. Il est situé quelque part dans la paroi du vagin et seuls les initiés voudront bien nous dire, ceux qui sont tombés dans le chaudron pourront nous dire la formule magique. Question d'anatomie précise. Pourquoi on n'utilise plus du tout le nom de... J'aimais bien, moi, les lames sacro, recto, génito, ça disait bien ce que ça veut dire. Donc tu les appelles comment? Alors, c'était... Il y a ces ligaments, parce que finalement, on s'en sert des utérosacrés. Donc, c'est pas cette question. La deuxième question, on coupe quand même quelque chose dans lequel il y a des nerfs pour rapprocher les utérosacrés et ça n'a pas de conséquences. J'ai toujours été un peu... voilà, je profite de ta présence pour te poser cette question. C'est tout à fait vrai, mais ta remarque est tout à fait... Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est le nom lame sacro-rectogénite pubienne, qui a été donné, je ne sais plus si c'est Farabeuf ou Ombredane, qui a décrit ça, parce qu'ils avaient vu le plexus hypogastrique inférieur, mais ce plexus hypogastrique inférieur, il s'amenuise, et en fait, il va jamais jusqu'au pubis. C'est ce qui va apporter la vascularisation, l'innervation du rectum, de l'utérus, de la vessie et de l'urètre végétative. Donc, ce sont des lames qui vont à s'amincissant, et à la fin, il n'y a plus rien. Ça se perd dans les pédicules vasculaires. Donc, c'est pour ça que cette notion de lame, c'est une notion qui permettait de cliver à droite ou à gauche, mais nous, urologues, on voit pas trop sur les faces latérales de la vessie ou de l'urètre quelque chose qui ressemblerait à ces lames. C'était une vision pédagogique, certes très utile. Retenez que c'est plutôt les lames sacro, que c'est plutôt le plexus hypogastrique inférieur. Alors ensuite, ta remarque est évidemment étonnante, moi je me la fais chaque fois, c'est que quand on fait un rapprochement des utérosacrés, on prend largement et finalement il n'y a pas une grosse conséquence. Alors je pense que si tu veux, c'est parce qu'en fait, on ne va pas à la racine parasympathique S4, qui est au fond. Et c'est la racine S3, S4, c'est les racines les plus inférieures parasympathiques qui sont responsables d'une innervation de la vessie, pas les supérieures.